Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78 et dans l'actualité locale de ce 14 janvier 2015. Les Yvelines en plan Vigipirate, attentat, les forces de l'ordre sont très présentes. Nous en verrons les conséquences sur notre quotidien. Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines dresse sa feuille de route pour 2015. Michel Logier vient d'adresser ses vœux. Il est l'invité de ce journal. Et puis en culture, retour sur le passage de la troupe de danse Pokémon Crew attrape ce week-end une troupe qui fait référence dans le monde du hip-hop. Ce matin, il fallait se lever tôt pour se procurer ce nouveau numéro. Et je sais que ça fera forcément des envieux de Charlie Hebdo. L'hebdomadaire tiré initialement à 3 millions d'exemplaires pour l'occasion est déjà en rupture de stock. Il paraît aujourd'hui dans une vingtaine de pays, traduit en 5 langues. Au vu de l'engouement du public, la décision d'augmenter le tirage à 5 millions a déjà été prise. Que pensez-vous de cet engouement autour de la mise en vente de Charlie Hebdo aujourd'hui? Vos réponses avec ce micro-trottoir. J'espère qu'elle ne sera pas uniquement qu'elle sera sur le long terme, voilà, mais je pense que c'est une réaction salutaire. Il faut que Charlie Hebdo continue pour moi. Il y a beaucoup de gens qui se disent être leurs amis alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Après, c'est terrible ce qui s'est passé et il faut rester unis pour que ça n'arrive pas. Mais dire qu'on est leurs amis alors qu'on ne l'est pas, je trouve que ça enlève un peu le... C'est un peu hypocrite. Ouais. C'est une belle journée, voilà, que tout s'est défilé, qu'on espère que ça dure, voilà. Mais bon, c'est triste pour les familles. Je pense que c'est une très bonne chose, d'une part parce que c'est terrible ce qui s'est passé chez eux, et puis que c'est important de leur montrer notre soutien par rapport à ça, et aussi pour défendre les valeurs de la République. Est-ce que vous comptez acheter le nouveau numéro? J'essaye, mais j'en trouve pas. Et il est là, le nouveau numéro, dernier numéro de Charlie Hebdo. Il devrait être disponible à nouveau dans les kiosques dès demain. Bonsoir Michel Logier. Bonsoir. Et bonne année à vous, tout d'abord. Président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous procurer ce numéro de Charlie Hebdo. Et non, malheureusement, moi je ne pourrais pas vous l'offrir parce qu'il appartient à un collègue. Il faut que je veille à ce numéro. Il ne quittera pas ce plateau. On lui rendra tout à l'heure. En tout cas, je vais essayer de l'avoir puisque j'ai souhaité que la ville s'abonne à Charlie Hebdo. Donc j'espère le recevoir si il n'est pas substitué dans les tripostos. Éventuellement dans les tripostos. Vous êtes venu ce soir nous parler de cette cérémonie de vœux qui s'est tenue hier. C'était votre première cérémonie de vœux en tant que président de la communauté d'agglomération. Pour la première fois en 40 ans, un président de droite s'est donc exprimé à la tribune. Qu'y avait-il de si différent entre votre discours en tant que président et celui de vos prédécesseurs de gauche? Sur quoi avez-vous souhaité mettre l'accent pour insister sur une différence? Je pense que déjà, c'est plutôt à vous à le dire, puisque vous étiez dans le public, donc c'est plutôt à vous à savoir aussi ce qui change. En tout cas, moi, la dynamique est différente de celle de mon prédécesseur, parce que, d'une part, on est dans des situations contraintes aujourd'hui. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours, j'aurais préféré être président il y a 10 ans. Là, tout était possible. Contexte économique plus difficile. Exactement, le contexte économique et puis aussi, ouais. Surtout, le désengagement de l'État sous la pression du gouvernement. Donc aujourd'hui, nos budgets ne sont plus les mêmes. On a déjà des impacts forts dans chacune des communes de Saint-Quentin, mais la communauté de Aglo, bien sûr, n'échappe pas à cette règle maintenant. Et donc aujourd'hui, plutôt que de parler de dépenser plus, il faut surtout que l'on pense aujourd'hui à faire des économies importantes, puisque les budgets ne sont plus du tout les mêmes. La priorité, c'est l'économie. Justement, vous nous disiez, voilà, on était présent dans la salle, on a entendu votre discours, et effectivement, ce qui ressort, c'est les économies à réaliser. Malgré tout, il faut garder la croissance à Saint-Quentin en Yvelines. Comment on réussit à la fois booster l'économie sur Saint-Quentin en Yvelines, alors que le contexte et l'État se désengagent aussi? Booster l'économie déjà, c'est que la communauté d'agglomération est propriétaire de foncier. Donc, à partir du moment où nous avons du foncier, nous pouvons encore attirer de nouvelles entreprises. C'est quand même les entreprises qui font la richesse d'un territoire. Et ensuite, grâce à cette richesse que l'on dégage, on peut s'occuper de faire venir de nouvelles populations ou de pouvoir accompagner les populations qui sont déjà là. Nouvelles entreprises entraînent aussi de pouvoir accueillir, bien sûr, de nouveaux logements. Mais l'un ne va pas sans l'autre. En ce qui concerne les entreprises, on peut citer Safran sur le secteur de Manille-les-Hameaux, Châteaufort. Il y a Baxter aussi Baxter qui va venir sur s'installer. Il y a le Crédit Agricole aussi qui commence qui continue à se développer puisqu'il y aura 20 000 mètres carrés supplémentaires. Donc ce sont quand même des éléments forts. Et puis il y a aussi tout ce qui est innovation, tout ce qui est aussi universitaire, tout ce qui est enseignement supérieur,
avec l'arrivée prochaine, la prochaine rentrée donc en septembre de l'Estaca, et puis aussi avec le travail que nous faisons pour l'arrivée de l'école des mines aussi, juste à côté de Safran sur Manille-les-Hameaux. Mais les entreprises, pour qu'elles viennent s'implanter à Saint-Quentin en Yvelines, aujourd'hui, vous leur dites quoi? Quels avantages vous leur accordez? Quel équipement vous leur promettez? Parce qu'il y a forcément une forte concurrence entre les différents bassins, ne serait-ce qu'en Île-de-France, pour attirer ces entreprises. Alors, il y a différents bassins, sauf qu'il y a des bassins qui sont en devenir. Nous, c'est un bassin réel qui existe déjà. Nous avons quand même si nous demandons encore plus, mais une desserte ferroviaire qui existe, même si elle doit être améliorée. Nous sommes quand même au bout, à la sortie de l'autoroute A12, nous sommes le long de la N12, de la A86, donc nous avons pour ça, j'allais dire, quand même des atouts importants. Et puis, même si je ne souhaite pas fusionner avec l'Essonne, peut-être on en reparlera, moi en tout cas, je suis à fond dans le cluster Paris-Saclay. Donc ça aussi, c'est une force. Et puis, on est aussi un territoire en devenir, puisque nous travaillons sur l'arrivée de la ligne 18 de métro, qui pourrait nous permettre, voilà, dans le cadre du Grand Paris, donc nous serions sur l'axe qui desservirait Orly, Versailles jusqu'à la Défense. Justement, on va en parler de cette fusion, en tout cas de cette non-fusion avec l'Essonne, parce que vous ne la souhaitez pas dans le cadre de l'élargissement de l'agglomération, de toutes les agglomérations d'ailleurs, puisque maintenant le seuil a été rehaussé. Ce sera la priorité pour cette année, commencer à préparer l'élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et c'est déterminant pour continuer sur vos projets, pour booster l'économie, il faut faire les bons choix. Exactement, vous savez, c'est ce que j'ai dit, le dossier principal, en dehors bien sûr de l'élaboration d'un budget, c'est connaître notre futur périmètre. Soit on existera encore, soit on n'existe plus. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'autre solution que de nous battre, nous, élus, et surtout les élus qui siègent à la commission régionale, pour imposer un périmètre qui nous semble le plus adapté. Et donc moi, je souhaite que Saint-Quentin, bien sûr, soit un territoire en devenir, bien sûr que nous devons être en conformité avec la loi, c'est-à-dire avoir une interco à plus de 200 000 habitants. Et pour cela, moi, je propose que nous fusionnons avec la communauté de communes de l'Ouest parisien, c'est-à-dire Plaisir, L'Éclé, Villepreux, ainsi qu'intégrer les communes de Morpas et de Coignières. Peu ou prou, on est quand même dans, finalement, l'ancien périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et en tout cas, là, je pense qu'on est sur un vrai bassin de vie, on est sur des vrais équilibres. Mais je ne vois pas ce qu'on a à faire, franchement, avec les communautés d'agglomération de l'Essonne. Qu'est-ce qui bloque, justement? Pourquoi vous dites que vous n'avez rien à faire avec l'Essonne, alors que vous souhaitez développer les collaborations dans le cadre de Paris-Saclay? Non, mais on peut avoir un partenariat sur quelques sujets précis, mais on n'a pas à fusionner, c'est-à-dire toutes nos compétences, les mettre dans ce même panier. Est-ce que vous nous voyez dans une communauté à 800 000 habitants? C'est complètement aberrant. 57 communes à cheval sur 2 départements. Donc là, on est loin de la cohérence, on est loin de la proximité. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en France, c'est la solidarité, c'est la proximité qui compte. Or là, on nous éloigne. Donc moi, je suis pour la réforme territoriale, à condition que le côté proximité des habitants demeure. Justement, peut-être pour vous faire réagir, le Centre de recherche politique de Sciences Po a remis son baromètre de la confiance politique dans les institutions. On va voir ce baromètre s'afficher. Il en ressort que 66% des personnes interrogées font confiance à leur conseil municipal, c'est plus 4 points en un an, et seulement 23% des personnes interrogées qui font confiance à leur gouvernement. C'est l'importance de la proximité, de l'échelon local, justement. Écoutez, je pense, oui, je n'étais pas au courant de cette étude, donc ce que vous venez de dire là, eh bien, c'est tout à fait les propos que je tiens. Je suis dans la proximité et c'est exactement ce que les habitants attendent. Et vous le ressentez dans les demandes que les habitants ont sur cette cérémonie de vœux qui s'est tenue hier, par exemple, aux personnalités qui sont venues vous voir? Écoutez, je pense que la meilleure des réponses, elle a eu lieu il y a 9 mois, c'est-à-dire une élection municipale. C'est là que vous êtes au cœur des réalités d'un territoire. Donc les élections municipales ont fait voir que les habitants étaient très attachés à leurs élus locaux, très attachés à leurs maires, et c'est justement cette proximité qui existe encore, et c'est celle-ci qui est en plus la plus difficile à assumer, puisque là vous n'avez aucun fusible. Là vous êtes directement avec vos habitants, où vous savez répondre, ou vous ne savez pas répondre. Sur la question de l'intercommunalité, juste pour conclure, quel sera le calendrier? C'est 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2016, nous serons dans un nouveau périmètre. Et alors, comment ça va s'échelonner? Quels sont les grands rendez-vous d'ici 2016? D'ici 2016, il y a déjà un premier rendez-vous le 22 janvier, donc avec la réunion de la Commission régionale de coopération intercommunale,
avec le préfet de région. Donc là, on va encore débattre, on va faire nos propositions, sauf qu'aujourd'hui, le préfet a présenté son schéma et il ne le touchera plus. Les seules modifications qu'on peut apporter, ce sont les élus eux-mêmes de cette commission qui vont devoir présenter des amendements. Or, si on veut nous avoir un autre schéma, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que cet amendement soit voté aux 2/3 de cette commission. Donc aujourd'hui, on travaille avec les élus pour faire en sorte qu'on soit respecté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Grand Saint-Quentin soit affirmé, que Versailles-Grand-Parc souhaite intégrer Vélizy, donc les choses aussi là sont très claires, et que sur la partie essonnienne, de toute façon, les deux communautés d'agglos qui existent ont voté à l'unanimité leur fusion entre elles. Je reviens à cette cérémonie de vœux qui s'est déroulée hier. Vous avez souhaité mettre en avant des projets dans chacune des communes, des 7 communes, et même les communes de gauche, j'ai envie de dire. C'était une façon de montrer qu'aucune commune n'allait être oubliée pendant ce mandat qui s'est ouvert en mars dernier, votre mandat. Et je pense que la communauté d'agglomération est là pour ça. Est là pour valoriser le travail qui doit être fait dans chacune des communes. Vous savez, depuis que je suis élu, je me suis rendu dans chacune des communes. J'ai visité quartier par quartier, j'ai étudié projet par projet dans chacune des communes de Saint-Quentin. Donc moi, aujourd'hui, la réussite d'une commune fait aussi la réussite de Saint-Quentin. L'un ne va pas sans l'autre. On peut citer quelques projets, des nouveaux quartiers à Trappes. Il y a beaucoup de logements dans les projets. Un nouveau quartier à Trappes, à la Verrière, à Elancourt également. Dynamiser l'habitat, c'est important. Dynamiser cet habitat, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Parce que, rappelez-vous, chaque fois que j'ai présenté un projet, j'ai aussi indiqué que j'attendais un positionnement fort des pouvoirs publics. Effectivement, c'était ma question suivante. Il faut ce positionnement des pouvoirs publics. On peut citer un exemple concret. Par exemple, à Elancourt, tout un quartier est prévu, mais il faut que l'État s'engage sur l'enfouissement des lignes à haute tension. Exactement. C'est pas anecdotique, c'est exactement. Ce n'est pas anecdotique. De même que, alors là, c'est le cas sur Elancourt. C'est anormal qu'on ait encore ces lignes de tension, mais elles existent aussi, et c'est anormal qu'aujourd'hui, le passe au milieu du quartier du Buisson, sur Magny-les-Hameaux. Mais sur Trappes, on travaille aussi sur l'entrée de Trappes, à la sortie de l'autoroute A12, donc en face à la base de loisirs, au niveau de la station service, je ne vais pas citer son nom, mais en tout cas tout le monde voit bien, ces terrains, si on veut faire quelque chose, il faut y accéder à ces terrains. Or aujourd'hui, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que même si nous sommes sur des projets concrets, avec des développements aussi bien en activité qu'en logement, tout ceci est quand même sous réserve que nous puissions avoir l'aide des pouvoirs publics. Pareil, sur la zone des Bécanes à la Verrière, si on n'obtient pas le carrefour de la Malmedonne, c'est un quartier enclavé qui ne sera pas accessible. Donc c'est un moyen aussi de faire comprendre que vous prenez des engagements sans finalement trop vous mouiller, j'ai envie de dire, puisque l'État doit s'engager. Et par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, vous nous le disiez, l'État se désengage de plus en plus. Donc il y a peu de chances de voir l'État amener de l'argent et permettre la réalisation de ce que vous non, puisque là, nous sommes dans la construction d'un contrat de développement territorial demandé par l'État, où justement, il doit faire valoir ses priorités. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé, et de ce contrat de développement territorial va dépendre aussi le nouveau contrat plan État-région. Donc l'idée, c'est de mettre la pression aujourd'hui sur les pouvoirs publics, sur l'État pour... Non, mais c'est de faire connaître aujourd'hui, parce qu'on nous réclame toujours du développement, mais encore faut-il que tout le monde soit aussi à la hauteur. On ne peut pas demander sans aussi s'engager. Une dernière question, le mot d'ordre, s'il y a un mot à retenir pour cette année ? Pour cette année, pour Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez, pour cette année, moi, ce que je souhaite, c'est de l'optimisme, mais surtout que chacun comprenne bien que les moyens de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ne sont plus les mêmes qu'avant. Merci Michel Laugier, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour terminer cette séquence, je vous propose de revenir sur l'essentiel de votre cérémonie de vœux pour 2015 avec ce reportage de Catherine Zulato, les grandes orientations à retenir. Et il est forcément question d'économie. J'aurais préféré être président il y a 10 ans, une période dorée où tout pouvait être envisagé. Une phrase prononcée par Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'occasion des vœux, car l'heure est aux économies. Aujourd'hui, par exemple, entre l'année 2014 et 2015, je dois trouver 6 millions d'économies. Vous voyez bien que les dotations qui fondent comme neige au soleil pèsent énormément sur notre budget. Ce n'est pas que le cas de la communauté d'agglo, c'est aussi le cas dans toutes les communes. C'est pour ça que j'ai aussi parlé du pacte financier qui maintient quand même certaines garanties financières entre la communauté d'agglomération et les communes. Mais c'est vrai que le maître mot aujourd'hui, il faut faire des économies.
On n'a plus les moyens que nous avions avant. Dans la communauté d'agglomération, il y a déjà du changement, il y a déjà une autre gestion, il y a déjà une autre organisation administrative aussi, et il y a déjà des directives très précises qui sont données. 3 audits sont en cours, les résultats seront connus d'ici la fin avril. Il y a certainement des mutualisations à faire à certains endroits, il y a certainement des améliorations dans la période où de toute façon, ça a été dit, c'est dit par tout le monde, les ressources sont pour les collectivités territoriales en baisse. Mais en même temps, pour nous, il y a aussi des secteurs qui sont extrêmement importants, essentiels. Ça serait une erreur, par exemple, de toucher sur le secteur culturel, sur le secteur associatif, qui aujourd'hui crée du lien social, crée du vivre ensemble et qui crée de l'emploi. Outre ces économies à réaliser, des rendez-vous d'envergure attendent l'agglomération, des rendez-vous sportifs comme les championnats du monde de cyclisme en février prochain et d'autres plus politiques comme la refonte du périmètre de l'agglomération qui évoluera au 1er janvier 2016. Michel Laugier de rappeler sa vision du Grand Saint-Quentin accueillant demain les communes de Plaisir, Les Clays, Villepreux, Maurepas et Coignières tout en renforçant ses liens avec le plateau de Saclay. Je n'ai qu'une seule ambition, qu'un seul objectif, faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un des symboles de l'excellence à la française, a conclu le président de l'agglomération. Et puis cette autre information politique, dans le cadre des élections départementales, le Front de gauche, le Parti de gauche, Nouvelle Donne et Europe Écologie Les Verts se présenteront sous une seule et même bannière. Les candidatures communes seront présentées ce jeudi à Saint-Cyr-l'École. Les formations appellent à reconstruire une perspective politique crédible. Depuis le 7 janvier dernier, les Yvelines sont passées en plan Vigipirate attentat. Résultat, la présence massive des forces de l'ordre dans les grands points de rassemblement, un dispositif qui a des conséquences sur notre quotidien. Anthony Reich pour ce reportage. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à patrouiller sur le département. Depuis le déclenchement du plan Vigipirate au niveau attentat, les forces de l'ordre se sont déployées en masse sur les sites dits sensibles. Une présence quotidienne qui soulage. Oui, c'est très rassurant d'avoir les policiers qui se promènent le long des quais, c'est très rassurant pour nous. Non, on les voit patrouiller, se balader. Comme ça, si on a besoin, ils sont pas très loin. Par site sensible, il faut entendre les grands rassemblements de foule comme les magasins, le château de Versailles ou encore les moyens de transport. Les lieux de culte et les entreprises de presse sont également des zones à surveiller. Les policiers qui patrouillent sur la voie publique ou dans les lieux publics doivent faire tout d'abord attention aux éventuelles menaces, des comportements atypiques de la part de personnes, des colis piégés par exemple. Ils doivent également se rendre disponibles auprès de la population afin de renseigner et de rassurer. L'élément qui consiste à devoir rassurer la population est très important car il faut éviter les psychoses et les peurs inutiles et irraisonnées. Chaque matin, l'ensemble des services de sécurité publique du département se réunit autour du préfet pour faire un bilan au jour le jour des actions en place. Une situation exceptionnelle qui a eu des conséquences sur la vie quotidienne des forces de l'ordre. Nous avons par exemple supprimé un certain nombre de congés, nous avons supprimé les modules de formation et d'entraînement, de même que l'ensemble des personnels qui pouvaient être affectés à des tâches de support technique ont été basculés sur la voie publique pour maximiser le potentiel de travail auprès de nos concitoyens. Depuis le déclenchement du niveau attentat, les faits de délinquance sont en baisse sur les Yvelines. Les fêtes de fin d'année sont bel et bien terminées, les décorations sont enlevées, mais on ne sait pas toujours quoi faire de notre sapin. Plusieurs villes proposent de les collecter, c'est le cas de Voisins-le-Bretonneux qui les valorise dans ses espaces verts. Ce reportage avec Elodie Moine. Vos sapins de Noël s'offrent une seconde vie. Ici à Voisins-le-Bretonneux, pour la première année après les fêtes, 7 points de collecte ont été aménagés dans la ville pour recevoir les conifères. C'est un moyen d'éviter que ça traîne n'importe où, mais c'est surtout un moyen de les valoriser et de les recycler ensuite dans les différents massifs de la ville. Au début, on était très modeste, on tablait sur 150 à 200 sapins, vu que c'était la première opération. Et là, nous en sommes à plus de 800 sapins. Donc on peut dire que c'est un succès. Seuls les sapins non floqués pouvaient être déposés car le flocage ne se recycle pas. Une fois collectés, les sapins sont ensuite tronçonnés et broyés sur place. L'utilisation de ces broyats de conifères va nous permettre d'épandre ce broyat sur les massifs
et ainsi d'éviter la pousse des mauvaises herbes et puis de tenir un peu au chaud aussi les massifs. Et ça va finir aussi par faire un amendement, si vous voulez, naturel sur les massifs. Le produit des sapins de Noël est ainsi répandu sur les massifs, notamment de bruyères. La ville réfléchit également à revaloriser d'autres déchets verts issus des 4500 foyers vicinois. Une démarche qui s'inscrit plus largement dans une obligation européenne pour les communes d'accéder au zéro phyto, c'est-à-dire à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires, pesticides et autres herbicides. C'est prévu pour 2020. Culture, dimanche dernier, la compagnie de danse lyonnaise Pokémon Crew s'est produite sur les planches de la Meurise à Trappes. Elle présentait Silence, on tourne, un spectacle qui rend hommage au film muet. De la danse hip-hop présente dans le cinéma des années 30. Difficile à imaginer. Pourtant, c'est un film de 1928 qui a inspiré la compagnie Pokémon Crew. On voyait une personne tourner sur la tête et ça m'a vachement interpellé parce qu'on se posait la question d'où venait ce mouvement, d'où il a été créé. Cette vidéo, je pense, qui a mis tout le monde d'accord en expliquant que la danse hip-hop s'est beaucoup inspirée de toutes les danses et surtout de ces années-là, des années 20 et 30 où les comédies musicales arrivaient en force. Silence, on tourne, c'est l'histoire d'un making-of. Qui n'a jamais rêvé de voir ce qu'il se passe derrière une caméra ? Les Pokémon Crew en proposent leur vision. On a imaginé un temps pendant le tournage d'un film. Donc on laisse le spectateur imaginer à sa manière, mais nous, par exemple, on a imaginé une pause, la pause du comédien après avoir tourné toute la journée. On a imaginé, on a essayé de prendre la place du travelling. 2 mois de création, 5 tableaux et 9 danseurs pour un savoureux mélange de performance, d'humour et de poésie. Les Pokémon Crew, c'est aussi une histoire de rue, de battle. À ce jour, la compagnie est double championne du monde, championne d'Europe et double championne de France. Et entre les compétitions et la scène, c'est parfois le grand écart. C'est différent, c'est pas plus compliqué, c'est différent parce que c'est un autre cadre. Là, il y a un espace à respecter, une écriture chorégraphique, une présence scénique, il y a des comptes à respecter, tandis que la compétition, c'est un peu freestyle, comme on dit, c'est rentre, tu fais ton passage comme tu le sens, avec ton esprit. Et nous, justement, on avait envie d'emmener cette énergie-là de la compétition, mais sur scène, cadrée. Cadré et pourtant tellement fou. Une chose est sûre, après tout ça, on ne regardera plus un film de la même manière. Du sport pour continuer. Dimanche dernier, à Guyancourt se tenait une compétition régionale annuelle du cercle d'escrime. Au programme, des duels au sabre auxquels ont participé 46 escrimeurs âgés de 13 à 16 ans. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette pratique, une arme particulière. Des images signées Patrick Jacques de Dixmude. Un salut avant le duel, puis une poignée de main pour se remercier à la fin. Dans l'escrime, pour le vaincu comme pour le vainqueur, la première des règles, c'est le respect de l'adversaire. Pour cette compétition régionale de sabre à Guyancourt, 46 escrimeurs étaient au rendez-vous. En escrime, il y a donc 3 armes. Il y a le sabre, l'épée et le fleuret. L'épée et le fleuret sont 2 armes qu'on appelle des armes de pointe. D'accord ? Le sabre est une arme de tranchant, c'est-à-dire qu'on peut toucher avec toute la lame. Ensuite, il y a des différences de cibles. Au sabre, on peut par exemple toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture. À l'épée, on peut toucher sur tout le corps. Gabrielle a 16 ans et pour elle, l'attrait de cette pratique, c'est le dynamisme. C'est plus rapide, oui. Parce qu'à l'épée, souvent, et au fleuret, comme c'est plus de la précision, ils se regardent assez souvent pour essayer de toucher au bon endroit. Alors que nous, comme on n'a pas besoin d'appuyer avec la pointe et qu'on peut toucher avec tout le sabre, c'est plus facile de toucher, donc les touches vont beaucoup plus vite.
Les touches, c'est ce que vont compter les arbitres pour déterminer le vainqueur. Chaque touche donnée ou reçue se comptabilise en points pour évoluer dans cette compétition à élimination directe. Des conditions qui forcent à l'élaboration d'un projet tactique. Les principales qualités d'un sabreur est évidemment la concentration, la force explosive et évidemment la tactique. Puis les qualités, c'est être assez rigoureux et assez concentré aussi. On a besoin d'être concentré dans ce sport. Ces valeurs d'harmonie du corps et de l'esprit sont l'essence même de l'escrime. Gabrielle, quant à elle, montera sur la seconde marche du podium. Fin du journal, bonne soirée. Je vous retrouve demain, mêmes horaires, pour une nouvelle édition d'Information locale.